Dans la vidéo précédente, avec l'histoire de l'alimentation, nous avons vu que la transformation de l'alimentation est la principale cause des problèmes de poids, de santé et écologique de nos sociétés industrielles. Pour agir, on peut commencer à diminuer notre consommation d'aliments transformés et les remplacer autant que possible par des repas cuisinés traditionnels. C'est toujours utile, mais il faut bien reconnaître que ce n'est pas toujours suffisant pour améliorer le poids et la santé, et on ne peut pas toujours manger exactement comme dans le temps. Alors, nous avons besoin de préciser quelles sont les transformations de notre alimentation qui posent vraiment problème et quels sont les aliments à favoriser ou à éviter en priorité. Pour ça, nous allons faire appel à la nutrition, qui connaît la composition des aliments et leur action sur notre organisme. Normalement, les aliments sont constitués de nutriments qui apportent les calories, les glucides, les lipides et les protides, de micronutriments comme les vitamines, les minéraux ou les polyphénols, de fibres et d'eau. Notre alimentation moderne n'a plus la même composition. Les nutriments sont concentrés par le raffinage et les autres transformations, ce qui a éliminé en même temps une grande partie des micronutriments, des fibres et de l'eau. Il existe des nouvelles substances comme les additifs. Pour agir, on va donc diminuer les nutriments concentrés, corriger les carences et limiter les nouvelles substances indésirables. Ne cherchez pas à tout changer maintenant, ça serait trop contraignant. La première étape, c'est d'abord de comprendre les points clés. Ensuite, nous verrons comment agir avec stratégie pour que ce soit personnalisé et bien adapté à votre cas. Le premier point clé concerne les graisses de la famille oméga 3, qui interviennent dans de nombreuses fonctions importantes comme l'inflammation, la coagulation ou le stockage des graisses. Actuellement, notre alimentation n'en a pas assez et la majorité de la population est carencée en plusieurs oméga 3. La correction de ces carences peut favoriser la perte de poids, diminuer les maladies cardiovasculaires et même améliorer le moral. C'est l'action la plus facile et la plus rentable de toute la nutrition. Il suffit de rajouter 1 à 2 cuillères à soupe d'huile de colza par jour et un peu de petits poissons gras chaque semaine. Les produits d'animaux élevés traditionnellement à l'herbe sont aussi plus riches en oméga 3. Le deuxième point important, ce sont les glucides concentrés. Nos ancêtres des sociétés traditionnelles consommaient beaucoup de glucides, qu'ils trouvaient surtout dans des végétaux à l'état brut, comme les céréales et les légumineuses, les fruits et les légumes. Il y avait parfois un peu de miel. Comme l'être humain est spontanément attiré par le goût sucré, il a toujours cherché à augmenter la concentration des glucides. Par exemple, en séchant les fruits ou en éliminant l'enveloppe des céréales pour ne garder que leur amande. Il y a quelques siècles, on a découvert des plantes très sucrées, comme la canne à sucre, qui s'est répandue dans le monde entier. Puis, progressivement, l'industrie a trouvé le moyen d'extraire le sucre de quasiment toutes les plantes, que ce soit la betterave, le maïs ou l'agave, pour en faire des poudres ou des sirops à des concentrations proches de 100%. Ces extraits sont très appétissants. Ils excitent notre gourmandise et nous en consommons en moyenne plus de 100 grammes par jour. Retenez que ce n'est pas la quantité de glucides qui compte, parce que nos ancêtres n'avaient pas de problème. Ce sont les glucides raffinés et concentrés qui sont responsables de l'épidémie mondiale d'obésité et de diabète, parce qu'ils déséquilibrent l'insuline, l'hormone chargée de stocker les graisses et de baisser le taux de sucre sanguin. Ils favorisent aussi l'apparition des maladies cardiovasculaires et des cancers. Ils engraissent le foie, ils perturbent l'intestin et ils sont en cause à la majorité des maladies chroniques modernes. Pour agir, on peut limiter les sucres rajoutés qui se trouvent par exemple dans les boissons sucrées, chaudes ou froides, dans les grignotages sucrés, les pâtes à tartiner, les confitures, le miel, les desserts et les gâteaux. Ensuite, pour choisir les autres aliments sans sucre rajouté, on peut tenir compte de leur teneur en glucides, qui est le reflet de leur concentration. Par exemple, pour maigrir, il y a parfois besoin de limiter les féculents trop riches en glucides, comme la baguette de pain, qui atteint presque 60% de glucides, en préférant d'autres féculents cuits dans l'eau, comme les lentilles, les flocons d'avoine ou la patate douce, qui n'ont que 12% de glucides. Utilisez notre comparateur mieuxmanger.fr. Pour évaluer le taux de glucides de vos aliments, c'est souvent surprenant. Par exemple, les céréales du petit déjeuner comportent 79% de glucides et le riz soufflé nature, 87%.
On peut garder la même logique au niveau des calories. Quand les apports caloriques sont excessifs, ils favorisent la prise de poids et de nombreux problèmes de santé. Pour maigrir, il existe des régimes hypocaloriques qui exigent de consommer moins de calories que les besoins du corps. Ces régimes sont controversés parce qu'ils peuvent provoquer des carences et des résistances à l'amaigrissement, avec pour résultat final l'effet yo-yo. Au lieu de compter et de restreindre la quantité de calories d'alimentation, on peut s'intéresser à sa concentration en calories. On appelle ça la densité calorique, qui est simplement le nombre de calories par gramme d'aliment. La densité calorique de notre nourriture est importante parce que nous consommons beaucoup d'aliments concentrés en nutriments et secs. Nous venons de parler des glucides, et il y a aussi des graisses concentrées, en particulier celles qui proviennent des laitages gras. La consommation moyenne d'un Français est d'environ 24 kg de fromage par an et de 8 kg de beurre, ce qui est le record du monde. Il y a aussi les charcuteries grasses, comme le saucisson et les rillettes, et des aliments de grignotage, comme le chocolat ou les chips. En diminuant la densité calorique de notre alimentation, on peut améliorer notre poids et notre santé tout en mangeant à notre faim. Pour ça, on va choisir des aliments qui contiennent plus d'eau, parce que c'est surtout l'eau qui diminue la concentration en calories. C'est le cas des fruits, légumes et crudités, des féculents cuits dans l'eau ou des soupes par exemple. Les Japonais ont souvent pour habitude de commencer leur repas par une petite soupe, une crudité. En même temps qu'elle a concentré les nutriments caloriques, l'industrialisation a éliminé une grande partie des micronutriments de notre alimentation. On dit parfois qu'il ne reste que des calories vides. Les micronutriments sont des éléments présents en petite quantité et très précieux, parce qu'ils sont nécessaires au fonctionnement des cellules de l'organisme et à leur protection. On le sait depuis très longtemps pour les vitamines et les minéraux. En cas de carence profonde, ça donne des maladies graves, comme le scorbut, le beriberi ou le rachitisme. Dans nos sociétés, il n'y a plus de telles carences, mais plutôt des insuffisances qui vont quand même provoquer des symptômes mal définis, comme de la fatigue chronique, des douleurs musculaires ou une fragilité face aux infections. C'est pour ça que c'est utile de prendre des compléments comme la vitamine D en hiver ou du magnésium régulièrement. Plus récemment, les chercheurs ont réalisé que les plantes contiennent des milliers d'autres micronutriments qui ont des noms comme polyphénol ou caroténoïdes. Elles les fabriquent pour se protéger contre leurs agresseurs et beaucoup de ces composés ont des propriétés très bénéfiques pour la santé, anti-inflammatoires, antioxydantes et surtout anticancéreuses. Le raffinage et la moindre consommation de produits végétaux sont les principales causes de leur diminution de notre alimentation industrielle. C'est certainement un des grands facteurs responsables de l'augmentation des cancers et des maladies chroniques dans nos sociétés. Contrairement aux vitamines et aux minéraux, on ne peut pas les rajouter sous forme de compléments nutritionnels parce qu'ils sont trop nombreux et bien plus efficaces quand ils sont frais. L'idéal, c'est d'augmenter notre consommation de plantes qui en contiennent beaucoup. On les reconnaît parce qu'elles sont souvent très colorées et fortes en goût, en arôme, en amertume ou en astringence. C'est le cas pour beaucoup d'ingrédients typiques des cuisines traditionnelles du monde entier, qu'on peut considérer comme des super aliments. Un seul repas traditionnel peut apporter des milliers de micronutriments bénéfiques à une dose de plusieurs grammes. Toutes les épices et les herbes aromatiques qui égayent notre cuisine de leurs couleurs et de leurs arômes ont comme autre avantage d'aider à diminuer le seul condiment indésirable, le sel. Il faudrait consommer au maximum 5 grammes de sel par jour, alors qu'en France, on en consomme 10 grammes. Cette surcharge provoque une rétention d'eau et de l'hypertension artérielle, et favorise aussi l'ostéoporose, les calculs rénaux et le cancer de l'estomac. En réalité, le rajout par la salière ne représente que 10% de nos apports. Notre sel est surtout rapporté sous forme cachée dans les aliments fabriqués par les professionnels de l'alimentation. D'abord, le pain, qui apporte un quart de la dose quotidienne. Ensuite, les charcuteries, les fromages et les soupes industrielles. Étonnamment, il y a ensuite les produits sucrés, pâtisseries, viennoiseries, glaces, surtout chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte. À l'extrême, nous n'aurions pas besoin de sel. Les chasseurs-cueilleurs n'en rajoutaient pas, et ils allaient très bien, parce qu'il y a déjà suffisamment de sodium dans les aliments naturels. Avec cette dose, leur tension artérielle restait stable et basse toute leur vie. En fait, le sel n'est pas vraiment un aliment, c'est un additif conservateur,
le plus ancien de tous. De nos jours, il y a des milliers d'autres additifs. Des centaines sont autorisés en France pour conserver la nourriture et améliorer l'aspect, le goût et la texture des aliments transformés. Beaucoup de ces additifs sont des substances artificielles que l'être humain n'avait jamais consommées dans le passé et dont la toxicité est difficile à évaluer. Ils peuvent être allergisants, cancérigènes, perturbateurs endocriniens ou neurotoxiques en fonction de leur dose et des sensibilités individuelles. Pour les limiter, le plus simple est de manger des produits moins transformés, de cuisiner soi-même dans la mesure du possible et de préférer les aliments bio moins chargés en additifs et en autres contaminants. Pour être plus précis, on peut sortir la loupe et regarder les codes afin de repérer ceux qu'il faut éviter dans 3 grandes situations de sensibilité. En cas de grossesse, d'allaitement et chez les jeunes enfants, en cas de signe d'intolérance avec migraine, nausées ou éruptions, et en cas d'hyperactivité chez les enfants. Vous trouverez la liste sous cette vidéo, ainsi que les principaux aliments à favoriser et à limiter en priorité. Voilà, ça fait une bonne dose d'informations d'un coup, mais finalement, ces informations se recoupent et vous pouvez constater que ce sont souvent les mêmes aliments favorables ou défavorables qui reviennent. En pratique, il vaut mieux ne pas tout changer en même temps, mais agir progressivement et avec stratégie. Cette stratégie, c'est de choisir d'abord les actions qui vont vous apporter le maximum de bienfaits avec un minimum de contraintes. C'est pour ça que je propose toujours de commencer avec l'action la plus rentable. Corriger la carence en oméga 3 en consommant de l'huile de colza et un petit peu de poisson gras. Ensuite, ça va dépendre de votre sensibilité personnelle, en particulier au niveau de votre intestin et de vos objectifs prioritaires de poids, de santé ou écologiques. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo.